En fait, il y a tellement plus de recours politiques, plus de structuration, les gens sont tellement atomisés, savent plus comment faire, que tu vas investir politiquement énormément. Un jeu vidéo, un film, ça devient des étendards, ça devient des combats, et que ce soit à droite, à gauche, sur plein de trucs en fait, hein, sur plein de trucs, et ça justement, pour moi, faut arrêter. Alors, et je dis ça tout en parlant de ça constamment parce que c'est mon taf. Le syndrome Magnéto, c'est quoi? En avril, je sors un livre qui s'appelle Le syndrome Magnéto, avec pour sous-titre « Et si les méchants avaient raison », qui est l'aboutissement d'un travail qu'on avait commencé sur une vidéo de la chaîne, mais qui a plusieurs années, dont t'avais d'ailleurs ressorti des extraits il y a pas longtemps, la coïncidence était assez marrante, qui s'appelait Le syndrome Magnéto aussi, et qui est une vidéo sur les méchants, mais pas ceux qui veulent détruire le monde ou prendre le pouvoir pour leur intérêt personnel, mais qui veulent le changer, ou en tout cas qui prétendent changer le monde et rendre le monde meilleur, en prenant pas mal d'exemples d'archétypes dans la pop culture. Ça partait du constat que moi, comme beaucoup de gens, en fait, des fois on se retrouve devant des petits trucs un peu pop comme ça, et on se dit, où tu sais, c'est très manichéen, il y a le gentil, il y a le méchant, mais des fois on se dit, mais merde, en fait, le méchant, c'est pas con ce qu'il dit, il a peut-être même un petit peu raison, même si en général, justement, l'histoire fait en sorte qu'on se dise que non, il est quand même méchant et c'est un sale type et tout. Il y a beaucoup de choses qui se jouent là-dedans. Donc voilà, c'était une vidéo qui devait faire une trentaine de minutes, je crois, à la base. Et là, c'est devenu un livre de 400 pages. Donc sur 400 pages, t'imagines bien qu'il reste plus grand-chose du texte original. C'est nettement plus long. J'ai beaucoup développé l'idée avec mon éditeur, qui est Le Diable Vauvert. Et voilà, on a retravaillé ça, et du coup, on essaie de dresser un bilan presque médical de ce que je propose d'appeler le syndrome Magnéto, et qui parle du traitement en fait de ces méchants de la pop culture. Qu'est-ce que ça veut dire de nous? Pourquoi il y a ça? Il y a énormément d'aspects intéressants à essayer d'aller voir ces figures d'antagonistes. La radicalité est-elle diabolisée par les dominants dans les films? Alors moi j'ai tendance à traiter les choses de manière, surtout quand il s'agit d'objets culturels et de phénomènes culturels, de manière un peu moins monolithique que ça. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de choses contradictoires qui se jouent là-dedans, et qu'effectivement il y a un aspect qui est que le radical, en fait, c'est le méchant. C'est le gentil, c'est le modéré. Je parle évidemment de Magneto parce que c'est la dynamique des X-Men. Les X-Men, c'est les modérés, c'est ceux qui disent nous défendrons un monde qui nous craint et nous haït. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à aller défendre le monde tel qu'il est dans une espèce de politique de respectabilité, comme on dit, tu vois, de dire non, mais même si on est détesté, on va quand même vous défendre. Ce qui est en fait une stratégie qui existe dans les mouvements politiques et qui n'est pas du tout. Moi, je la rejette pas en soi, tu vois. Il y a aussi un truc ça fonctionne aussi, de dire, regardez, on va être meilleur que vous, on va vous prouver que malgré votre haine, nous n'allons pas tomber dans votre jeu. Et en face, tu vas avoir les mauvais mutants qui vont dire, non, on va créer un rapport de force avec l'humanité, et enfin avec l'humanité, avec l'humanité du comics, des X-Men, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas les mutations. Pour conquérir nos droits, voire, alors ça dépend des histoires, ça dépend des méchants, mais pour prendre le pouvoir pour soi dans certains cas, dans d'autres cas pour juste conquérir des droits. Enfin voilà, il y a énormément de choses là-dedans, et en fait, ça marche sur énormément en fait de traitements d'antagonistes, et il y a beaucoup de choses différentes qui se jouent. C'est-à-dire qu'il y en a où c'est effectivement très clairement pour décrédibiliser en fait des causes ou des méthodes. Il y en a où je pense que c'est un peu plus inconscient que ça. C'est-à-dire que c'est juste une façon de faire des méchants plus intéressants. Mais quand même, il faut bien rappeler que c'est des méchants, d'où t'auras des fois des trucs où le mec est complètement fondé dans ce qu'il dit, mais pour qu'on soit bien sûr que t'aies compris que c'était un méchant, il va se livrer à des actes de cruauté gratuite qui ont strictement aucun rapport avec ce qu'il défend. Et des fois, ça peut être aussi, je pense, je suis pas dans leur tête, mais je pense qu'il y a des auteurs qui font passer au travers du méchant des discours auxquels ils croient au moins un petit peu, parce que c'est quand même eux qui doivent les écrire, et en fait, le méchant, c'est un véhicule pour quelque chose pour des choses qui passeraient pas sinon. En fait, si tu le fais, surtout là on parle de pop culture, donc c'est des industries culturelles qui ont besoin de toucher un large public, et du coup des trucs trop clivants, tu le fais pas dire aux gentils. Donc là, je pense qu'il peut se faire le véhicule de plein de choses, de représentation aussi.
Tu vois, de dire pourquoi, par exemple, il y a autant de méchants, notamment dans les méchants célèbres de dessins animés, typiquement les Disney, qui sont, ce qu'on appelle ça, encodés queer. C'est-à-dire qu'ils ont des caractéristiques queer. Notamment le côté, tu vois, c'est l'image du méchant un peu maniéré, tu vois, des trucs qui correspondent pas aux normes de genre de d'habitude, qui se donnent en spectacle, qui est camp, comme on dit dans certains milieux. En fait, ça, si tu étudies de l'histoire de ça, ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, c'est une forme de stigmatisation, parce que du coup, tu cantonnes dans le mauvais rôle des gens qui ont des caractéristiques qui sortent des normes, et en même temps, c'est investi par des gens qui eux-mêmes ne sont pas dans la norme, parce que le méchant est le seul espace où on leur permet d'être représentés, et c'est très concrètement. T'as aussi ça dans le cas de, par exemple, les films de monstres, tu sais, où tu vas avoir Frankenstein, la créature de Frankenstein, les vampires, des choses comme ça, des personnages en fait qui sont persécutés parce qu'ils sont différents. Et c'est du cinéma très très classique. C'est des histoires très très classiques. Et il y a réellement des réalisateurs, des auteurs qui eux-mêmes sont gays par exemple. Et comme à des époques où on n'avait pas le droit de représenter ça, et ils investissaient ce cinéma-là et le cinéma de genre parce que c'était un espace où ils pouvaient montrer métaphoriquement ces choses-là. C'était une façon de contourner la censure, et notamment dans le cinéma américain, le code Hays, qui est un code de censure relativement célèbre, qui est très puritain et qui interdisait à peu près tout, et qui a créé beaucoup d'archétypes comme ça. Donc, comme par exemple, ça interdisait disons, tu vois, des romances homosexuelles, ou même de montrer l'homosexualité sous autre chose qu'une déviance ou un stigmate, tu vas avoir des auteurs qui vont dire je vais le faire passer par la créature, par l'archétype qui est un petit peu différent, par le fantastique. Par ces choses-là, et tu vois, ça crée des archétypes. Ce qui est une chose d'ailleurs c'est des histoires qui sont importantes de rappeler, parce que maintenant il y a aussi beaucoup de débats sur ces choses-là. Évidemment, ça a évolué. Ça évolue plutôt dans le bon sens à ce niveau-là, mais tu vois, les gens, par exemple, là, t'as une panique morale tous les 3 jours parce que va y avoir un perso ci, un perso ça, un perso LGBT, un perso pas blanc, un perso n'importe. Tu peux prendre n'importe quoi de ces trucs-là, en oubliant le fait que s'il y en avait moins avant, c'est parce que si c'était tabou, et qu'en fait c'était littéralement censuré. C'est-à-dire que on n'avait pas le droit en fait de faire ça, et ça a créé un type de culture où t'as des figures qui sont absentes. Et du coup, maintenant, on commence à les voir. Le code ACE s'est terminé depuis très très longtemps, même si ça a été très long. On est en train de casser encore les tabous de ces censures-là. Et du coup, les gens se disent mais mince, ces figures commencent à arriver au cinéma, dans les BD, dans les livres, n'importe. Parce qu'en fait elles étaient mises littéralement au placard, quoi, pendant très très longtemps. Et c'est très intéressant, je trouve, de faire l'histoire en fait de ces archétypes et de ces récits-là. Voilà, c'est un des sujets. Mais il y en a plein en fait dans le bouquin. Il est divisé en symptômes, par exemple, qui sont en réalité des chapitres. Il y a un chapitre sur l'encodage queer, mais tu as un chapitre aussi sur pourquoi on se reconnaît aussi on peut se reconnaître dans le méchant aussi, parce que souvent le méchant c'est celui qui a souffert. Il a plus souffert que le héros, d'ailleurs c'est ça qui l'a rendu méchant. Donc du coup ça fait des personnages aussi très intéressants, et quand c'est des souffrances dans lesquelles tu peux te reconnaître, du coup tu vas apprécier un peu le méchant, parce que le héros à côté c'est un peu un privilégié, tu vois, c'est un béni oui-oui. Tu parlais de la question de la violence, il y a un truc qui est intéressant, il y a un chapitre sur la violence, parce que évidemment le méchant est toujours plus violent, surtout le méchant qui veut changer le monde, c'est le radical en fait, donc il a des méthodes, on conteste ses méthodes, on va dire ton combat est bon, mais tes méthodes je ne peux pas suivre et je vais devoir t'arrêter. En fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est pas une condamnation de la violence, c'est une condamnation d'une violence qui est illégitime. Parce que les gentils, surtout dans des histoires d'aventure, de pop culture et tout, le gentil, il est violent. Quand tu vas voir des films d'action ou même des films de super-héros ou n'importe quoi, tu veux voir la bagarre. C'est pas des histoires non violentes. Mais les gentils on se pose en disant oui, moi je suis le modéré, le non violent, etc. Alors qu'ils tabassent tout le monde, c'est genre littéralement le principe de l'histoire. Donc en fait, c'est quoi qu'est-ce qui est reproché au méchant? C'est qu'en fait c'est son type de violence, c'est qu'il a une violence illégitime, il a pas le droit de faire ça. On considère que le gentil, lui, il a le droit d'être violent, mais pas le méchant, pour X raisons.
dans l'histoire. Je reprends dans le bouquin, il y a un passage que j'avais mis dans la vidéo de Bégodeau, j'y pense parce que je sais vous l'avez invité il y a pas longtemps, et qui avait dit, mais sur un plateau télé, c'était pendant les Gilets jaunes, il disait en fait il y aurait des gens qui casseraient des trucs comme les Gilets jaunes en Syrie pour contester Bachar el-Assad, et Bachar el-Assad est tellement un dictateur dégueulasse que là tous sur le plateau vous seriez tout à fait d'accord en fait avec le fait que les gens s'énervent un petit peu contre ce truc là, et alors ça les avait énervés parce qu'ils disaient mais attendez, vous comparez Macron à Bachar el-Assad, ce qui n'était pas le cas, c'était pas ce qu'il faisait. Bien sûr que Bégodeau ne pense pas que Macron égale Bachar el-Assad, ça aurait aucun sens, mais ce qui les énerve, c'est qu'en fait il leur fait remarquer, vous vous présentez comme des gens qui sont non violents, qui condamnait la violence de manière générale, ce qui est très noble, sauf que ce n'est pas le cas, en réalité. Vous ne condamnez pas la violence en tant que telle, vous la considérez toujours en fonction de la cause qui est défendue, de l'objectif, en fait, en réalité, que ça pourrait amener. Et ça, ils ont du mal à l'entendre, parce que c'est plus facile de se dire, non, moi je suis toujours contre la violence, alors que ce n'est pas vrai. Et surtout quand les mêmes vont aller défendre des violences légitimes, c'est-à-dire, ok, alors un gilet jaune, il casse une vitrine, c'est mal. Un flic qui éborgne un gilet jaune, c'est pas mal. Donc en fait, le problème, c'est... ils ont le droit de penser ça, c'est pas un problème. Je suis pas d'accord avec eux, mais ils ont le droit de le défendre. En revanche, c'est malhonnête de présenter ça comme étant une condamnation de la violence dans l'absolu. Voilà, donc c'est des trucs intéressants. Et ça, en fait, tu le vois aussi dans l'industrie culturelle et dans les représentations, parce elles sont produites par le même monde social, en fait. Donc tu peux très bien faire des parallèles là-dessus, ce qui est un peu le but du livre, quoi, d'étudier ces phénomènes-là dans la culture et voir ce qu'elle dit un petit peu de notre culture en général, de l'idéologie dominante et des choses comme ça. Peut-on parler de pure propagande libérale dans le contenu cinématographique d'aujourd'hui ? Si, je veux tout à fait aller sur les conclusions politiques, juste pas exactement celle-ci, parce que propagande, en fait, ça dépend. J'irai pas forcément tellement sur le terme de propagande, parce que c'est plus profond que ça, et il y a moins d'intentionnalité que ça. Il y a des fois, c'est purement de la propagande, hein, mais tu vois, tout comme quand les ricains ils te faisaient les méchants indiens, pour prendre des trucs, tu vois, des clichés, des tropes hyper connus, c'est de la propagande, tu vois, les ricains, le soft power ricain, pour justifier leur guerre aussi, pour justifier, tu vois, la war on terror, la war on drug, ou des politiques, en fait, comme ça. Là, il y a un aspect propagandiste, mais en fait, c'est pas que ça. C'est plus ancré que ça, c'est-à-dire que c'est plus dans le monde des idées, et c'est même... il peut y avoir absolument pas d'intentionnalité de dire, c'est volontairement pour faire taire les gens. Il y a un truc qui est tout simple, c'est que les héros défendent le statu quo, souvent. Tu vois, dans les récits manichéens. Mais ils défendent le statu quo pour une raison qui est assez simple, qui est que, narrativement, en fait, c'est évident. Si le gentil combattait le statu quo dans la plupart des œuvres, en fait, ça ne serait plus le statu quo. C'est évidemment que les gentils défendent ce qui est considéré comme la norme, comme un acquis à un instant T, mais ça évolue. Et la norme, en fait, elle évolue, et... tu vois ce que je veux dire ? En fait, c'est un peu moins intentionnel que ça, et c'est plus... en fait, c'est quand même plus mécanique que ça. Et attends, l'autre truc que t'avais dit qui était intéressant, c'est presque aussi une histoire de fenêtre d'Overton, c'est-à-dire que c'est pas juste les prolétaires, ou même si c'est le cas, hein, aussi, il y a la dimension de classe à fond, c'est pas forcément les groupes marginalisés ou les groupes opprimés, mais ça va être aussi, tu vois, par exemple, Thanos, c'est pas un progressiste, il se bat pas pour les prolétaires, tu vois. Genre, tu sais, c'est pas ça la question, mais en fait, il a des idées qui sont trop radicales, qui sont pas dans la fenêtre d'Overton, en fait, et ça marche pour plein de trucs. Évidemment, tu vois, si tu vas avoir des méchants qui sont des suprémacistes, racistes, dégueulasses, horribles, et on va en faire des méchants, tu vois. Et encore heureux, si tu veux. Et tu vois, c'est pas... en fait, c'est tout ce qui sort de la norme, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette fenêtre, elle évolue. Moi, l'exemple que je prends, c'est parce qu'il est très, évidemment, il est très traité dans les œuvres ces dernières années, c'est l'écologie. Et d'ailleurs, Thanos, c'est en partie, il y a un petit peu de ça. Mais t'as des trucs, tu vois, les éco-terroristes. Quand t'as Darmanin, là, qui reparle d'éco-terroristes, tu repenses les années 90, notamment, il y a eu énormément de méchants, entre guillemets, éco-terroristes. Bon, je suis même pas sûr qu'on employait le terme à l'époque, mais... Tu vois, genre Poison Ivy, t'as Ra's al Ghul qui était ça dans le dessin animé de Batman, mais aussi t'as eu les films type 28 jours plus tard ou l'Armée des 12 singes, où t'as des méchants de défense des animaux, d'écologistes défenseurs des animaux. Ça, c'est des films qui ont été réalisés par des Anglais dans les années 90.
dans les années 90, les militants de la cause animale, les plus radicaux en tout cas, étaient considérés comme la deuxième menace terroriste, après les islamistes, au Royaume-Uni. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient... tu vois, vraiment, ça faisait très très peur, ces trucs-là. Parce qu'aussi, ils cassaient des trucs, ils attaquaient des gens dans les labos, les émeutes. Depuis, il y a quand même vraiment une conscience écologique qui s'est développée aussi quand même avec une forme de radicalité qu'il n'y avait pas avant. Parce que les années 90, c'est plutôt faut pas polluer, le trou de la couche d'ozone, il y a trop de voitures et tout. Là, maintenant, on est là en mode, putain, comment on va faire pour pas se prendre 4 degrés dans la tronche. Donc, culturellement, on peut plus faire des méchants éco-terroristes aussi caricaturaux, en fait. C'est impossible, parce que le public va juste se dire, mais attendez, vous nous prenez pour des bacs à douche, en fait. Le méchant, il a raison, en fait. Tu vois. Après, ça dépend des œuvres. Tu vois, par exemple, là, sur l'éco-terrorisme, je compare... Enfin, pas sur l'éco-terrorisme, sur la cause écologique, tu vois, ça va dépendre. Par exemple, tu vas te retrouver avec le film Aquaman, où en fait, les humains, enfin, les gens de la surface polluent. Et du coup, ça tue en fait tout l'écosystème, dont les Atlantes qui vivent dessous. Du coup, le chef des Atlantes, qui est le méchant du film, s'en prend aux humains, il fait déverser des trucs chez les humains, il les attaque et tout. Et le héros va devoir, le héros qui est entre ces deux mondes, va devoir réconcilier ces deux mondes. Donc, il pète la gueule au méchant, alors que le film atteste complètement qu'on est en train de détruire l'océan. Le film est d'accord là-dessus. Il pète la gueule au méchant et puis c'est terminé. Parce que le méchant est trop méchant. Donc il a raison, mais il est trop méchant. Donc Jason Momoa va lui casser la gueule. Tu prends Avatar de la Way of Water, qui est aussi un blockbuster popcorn et tout, ben, en fait, il dit très exactement l'inverse. C'est-à-dire dans Avatar, le personnage est aussi un personnage qui est des deux mondes, qui a un pied dans chaque monde, mais il dit non, moi je me mets du côté alors, pour le coup des navis là, de l'eau et tout, des espèces de baleines, et il dit bah non, faut leur péter la gueule en fait, faut casser le chalutier, le machin et tout, et en fait, il fait la même chose que le méchant d'Aquaman. Sauf que c'est le gentil. Et tu vois, en fait, c'est pas monolithique, c'est pas traité de la même façon. Et il y a un truc, pour finir sur cette anecdote, c'est parce qu'elle me fait rire. Jason Momoa, il est un peu dans les trucs environnementalistes. Je crois que lui, c'est les barrières scoraux, les choses comme ça. Et t'as une interview où Jason Momoa dit, bah en fait, le méchant de mon film, il est très bien parce que, bah en fait, moi, on viendrait polluer et détruire mon écosystème et menacer les gens qui vivent autour de moi. Ben je serais vénère aussi. Donc ok, il est un peu zinzin, mais en fait il a un peu raison, et c'est drôle parce que t'as envie de dire oui mais Jason, du coup tu joues le mec qui lui casse la gueule et qui ne fait absolument rien. C'est-à-dire que son personnage c'est le héros, donc il dit t'as raison mais tu vas trop loin, il l'arrête et il fait rien d'autre. En fait si, il fait juste on continue à polluer et il a pas d'alternative à proposer, il a juste sauvé l'honneur en annulant ce que faisait le méchant, quoi. Donc ça, tu vois, c'est complexe, en fait. C'est complexe et c'est animé par plein de contradictions. Et le capitalisme, y compris dans sa structure idéologique et dans, tu vois, ce qu'il produit culturellement, ben, en fait, il est animé par des contradictions. Et les gens qui font les films, c'est pas juste des propagandistes d'Hollywood ou du milieu cinématographique français bourgeois et tout. C'est pas juste ça, c'est aussi des gens qui sont des créatifs, qui peuvent avoir des idées qui sortent un peu de la norme, qui essayent de les faire passer, qui peuvent pas trop parce que, bon voilà, c'est des œuvres grand public, il y a des producteurs derrière, il y a des financiers, mais tu vois qu'il y a des tensions. Tu vois qu'en fait, ça se bagarre. Et dans le comic book, c'est pareil. C'est un des trucs maintenant, des trucs les plus mainstream qui existent. Le truc super-héros, on en bouffe à toutes les sauces, c'est insupportable avec les versions Disney et tout. L'histoire du comic book, c'est passionnant. Parce qu'en fait, tu vois bien que les auteurs de comic book, à la base, ce ne sont pas des bourgeois. C'est même plutôt des prolétaires. C'est des migrants ou des enfants de migrants. Et du coup, en fait, ils pensent pas exactement comme la doxa dominante, mais l'industrie culturelle. Bolchevique est-il toujours bolchevique? La propagande bolchevique. Non, en fait, pour l'anecdote, c'était un pseudo de jeu vidéo. C'était comme ça que je m'appelais avec mes potes dans le jeu vidéo, juste parce que j'étais militant communiste.
Ça faisait rire mes potes, parce que j'étais un gros geek aussi, donc t'es un bolché geek. C'était ça. Ce qui est une forme il y a un peu de retournement du stigmate là-dedans, dans le sens où bolchevique, ça veut un peu rien dire maintenant. Enfin, dans le sens, tu vois, c'est un terme, c'est historique, tu vois, c'est historiquement situé. Mais c'est un truc, tu vois, on dit, ah, c'est des méchants bolcheviques, tu vois, c'est le couteau entre les dents et tout, donc ça me fait un peu rire, tu vois, d'assumer un petit peu le truc. Sachant qu'en plus, moi, j'étais quand même... j'étais à l'Alcer dans mes jeunes années, et c'est là où j'étais formé politiquement énormément, puis au NPA, parce que j'étais là à la création, du coup c'est des organisations où en fait on parle par exemple de la révolution russe, c'est un truc qui est très étudié, il y a énormément de documentation là-dessus, il y a avec plein de désaccords sur plein de trucs, et du coup c'est pas un terme qui me fait peur, tu vois. Et en plus, parce que de toute façon, il a un peu pas de sens maintenant, de toute façon, tu vois, c'est pas comme ça, je vais pas me définir comme étant bolchevique, ça veut rien dire, tu vois, ça a pas de sens, mais ça fait partie d'un héritage, tu vois, autant en tant que stigmate que en tant que c'est l'histoire du mouvement ouvrier, c'est l'histoire des révolutions, quoi. Donc c'est ça, et après, bon, c'est pas... Moi, à la base, si tu veux, par ailleurs, déjà, je suis plus militant organisé, je ne considère pas que ce que je fais sur Internet est du militantisme, en fait, moi je veux faire des vidéos pour parler de films et parler de culture et de choses comme ça. Évidemment, j'ai une grille de lecture dont j'ai hérité, qui est en partie une grille de lecture de gauche, marxiste. Parce que si le marxisme c'est pas juste une opinion, c'est que c'est des outils d'analyse que je trouve hyper intéressants et hyper utiles. Et voilà, moi je propose ça. Après, je pense qu'il faut un peu toucher de l'herbe quand même. Et voilà, moi je fais juste des vidéos sur Internet, sur des films, si tu veux. C'est le vrai travail militant, il est fait par les gens dans les orgas, sur le terrain. Tu vois, là en ce moment, les syndicalistes qui font tout le taf pour les mobilisations, même des gens de manière un peu individuelle, sur leur lieu de travail, dans leur fac, dans n'importe. Voilà, ça c'est... Moi je ne suis qu'un guignol youtubeur qui fait des vidéos et qui est un compagnon de route plutôt de ça. Je considère pas que ce que je fais ait une grande importance là-dedans. Après, si ça peut aider en tant qu'outil, c'est très bien, et moi je suis ravi. Moi je suis plus ravi d'être reconnu en manif et d'être remercié en manif qu'en convention, tu vois. Là, quand je suis tu vois, avec les gens et qu'on se mobilise, c'est ça que j'aime, quoi. Ça c'est politique. Après, voilà, on est que des saltimbanques. Non, mais tu vois ce que je veux dire, on est... et c'est pour ça que d'ailleurs, je dis toujours aux militants, je leur dis ici, je le dis aux militants, notamment aux jeunes militants, parce que j'ai quand même 36 ans maintenant. Donc là, il y a toute une nouvelle génération qui arrive, dont certains nous parlent de nos vidéos et tout. Moi, tout ce que je peux faire je suis au service du mouvement social. Je ne prétends pas driver quoi que ce soit. Donc, tout ce que je peux faire pour filer des coups de main à ma petite échelle, je le ferai, quoi. Sachant que, tu vois, je suis plus dans le salariat. De fait, parce que du fait de mon activité, donc ce que je pouvais faire sur mon lieu de travail et des choses comme ça, je peux plus le faire tel quel, donc allez-y, utilisez-nous en fait, c'est surtout ça. Militer sur Internet, c'est le réel aussi, non ? En fait, je suis complètement d'accord avec toi, c'est pas dans ce sens-là que je l'entendais, parce que oui, effectivement, je suis pas du tout d'accord avec le fait de dire sur Internet c'est pas la réalité, c'est pas dans ce sens-là où je l'entends, c'est c'est dans le sens où en gros, chacun sa lane, quoi. C'est-à-dire que moi, mon taf, c'est de faire des vidéos et de produire du contenu et des trucs et d'essayer de le faire le moins con possible et au moins ça ne fasse pas de mal. Et si en plus ça peut aider à améliorer les choses un tout petit peu, et si ça peut aider les gens, tant mieux. C'est ce que j'essaie de faire un peu en franc-tireur. Mais c'est plutôt dans le sens de... juste connaître quel est le rôle de chacun, en fait, de chacun là-dedans. Et je fais un peu... En fait, c'est plus pour les gens qui sont terminally online, comme on dit. C'est juste bien se rappeler que c'est un endroit qu'il faut investir. Internet, c'est très important. Et de toute façon, comme tu le dis, les nouvelles générations l'ont très bien compris. Elles l'ont compris beaucoup mieux que moi, sans doute. Même si je me souviens, à l'époque, quand je militais, j'étais le premier à dire on n'est pas présent, on n'est pas présent, on n'est pas présent.
Mais bon, c'est pas grave, du coup, je trouvais qu'on n'était pas assez présent, j'y suis allé et je l'ai fait, quoi. Mais le problème, c'est qu'on se retrouve aussi beaucoup à être fermé sur Internet en pensant un peu que c'est l'alpha et l'oméga du contenu, alors qu'il y a des gens qui en ont en fait complètement rien à foutre, et il y a d'autres choses qui se passent. Il y a encore beaucoup de gens qui regardent la télé, il y a beaucoup de gens qui militent sur leur lieu de travail, à plein d'autres endroits, ou dans des assos, ou quoi. Et en fait, toutes ces structures-là, les partis, les syndicats, les assos et tout, se sont tellement fait atomisé depuis les années 80 que Internet devient un peu un genre de refuge. C'est-à-dire que en fait, c'est comme les partis par exemple font plus le travail de formation ou très très peu, parce que aussi les nouvelles générations souvent à juste titre ont de la défiance vis-à-vis des organisations. Et ben il nous reste ça. Mais tout comme par exemple moi j'ai un paradoxe qui est que mon taf c'est de parler de cinéma et de jeux vidéo, de produits culturels en fait, puis d'œuvres artistique, mais tout en ayant conscience que ça c'est mon taf, parce que c'est ce que je sais faire, mais c'est pas l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire que là maintenant, en fait il y a tellement plus de recours politiques, plus de structuration, les gens sont tellement atomisés, savent plus comment faire, que tu vas investir politiquement énormément. Un jeu vidéo, un film, ça devient des étendards, ça devient des combats, et que ce soit à droite, à gauche, sur plein de trucs en fait, hein, sur plein de trucs, et ça justement, pour moi, faut arrêter. Alors, et je dis ça tout en parlant de ça constamment parce que c'est mon taf, mais pour moi, c'est plus un signe que on a été explosé en termes de recours politiques. Et qu'il faut les reconstruire, ces recours politiques aussi. Mais ceci dit, je dis ça, c'est pas... là, tu parles des jeunes, ça m'étonne pas du tout ce que tu me dis, moi j'ai exactement la même analyse. Moi je pense que quand je vois les nouveaux en fait, qui arrivent, je me fais pas d'inquiétude. Hein. Ils sont 1000 fois plus formés que moi je ne l'étais, alors que pourtant j'ai bénéficié quasiment de la meilleure formation possible, parce que mine de rien, les gens avec qui j'étais à la LCR et tout, c'est vraiment c'est super quoi, c'est la meilleure école de formation gratuite. C'est vraiment, je ferais pas ce que je fais si j'avais pas bénéficié aussi de ce savoir-là et de ces enseignements-là auxquels j'aurais pas eu accès autrement. Et bref, les nouvelles générations, ils sont trop forts. Ils sont trop forts et je pense que là, je pense que c'est plus ma génération, les gens de mon âge, où on a fait une traversée du désert. Où on était, alors j'ai quand même connu l'altermondialisme, il se passait des trucs, tu vois, le mouvement CPE, on était là, on a gagné d'ailleurs, plus ou moins, voilà, mais là les jeunes qui arrivent, moi j'ai l'impression de voir les renforts du Rohan, quoi. C'était là, nous on a tenu le fort un peu, tu vois, on a galéré, et c'est pas gagné du tout encore, on est très très loin d'avoir gagné, on est toujours dans une position de faiblesse, mais je pense que les dominants sont pas prêts pour ceux qui arrivent. Ils sont trop forts. Donc tu vois, je fais ce constat-là tout en me disant, c'est complètement en train de changer et qu'on va revenir. Moi, ma thèse, c'est un peu de dire, je suis un enfant des années 80, donc je suis un enfant des désillusions du tournant libéral où on nous promettait que c'était la fin de l'histoire et que ça allait bien se passer, que le capitalisme était notre seul... et la mondialisation était notre seul avenir et que ça allait être super. Donc moi je suis de la génération à qui a baigné là-dedans et qui s'est très vite rendu compte que non, c'était de la merde et que c'était pas fini. Et moi je pense que là, quand je vois les nouvelles générations arriver, les problématiques qu'ils portent, la façon dont ils se mobilisent, en fait j'ai l'impression de voir l'effervescence qu'il y avait avant ça dans les années 60-70. Si tu prends même tu vois, les problématiques qui sont soulevées et tout, les radicalités qui reviennent, c'est super bien. J'ai l'impression de de voir cette effervescence que je n'ai pas connue, mais sur lesquelles on a tous une image un petit peu de c'est extraordinaire. Là, et puis à tout point de vue, tu vois, il y a aussi un truc de générationnel. Moi, je suis un peu dans un entre-deux, du coup. Mais là, les manifs retraites, où je vois toute une nouvelle génération qui débarque pour défendre les retraites, main dans la main, avec les syndicalistes à l'ancienne qui n'ont jamais lâché le morceau. Tu vois, les vieux fourneaux, j'ai fait des vidéos sur les vieux fourneaux, sur le truc générationnel. Moi, je veux voir ça, en fait. Je veux voir ça. Je veux voir l'union de tous ces gens-là, et je vois bien qu'elle est en train de se faire. Donc je suis très très confiant là-dessus, et je suis extrêmement admiratif des plus jeunes.
Vraiment, c'est vraiment c'est très beau à voir, et je pense qu'on a besoin justement de belles choses et d'affects positifs et mobilisateurs. Et moi, j'essaye un petit peu d'en apporter, même si les gens trouvent que mes vidéos sont un peu déprimantes des fois. Mais bon, tu vois, j'essaye j'ai envie qu'on reconstruise des imaginaires, qu'on reconstruise des belles choses, qu'on crée, quoi, tu vois. Et qu'on soit plus tout le temps à encaisser les coups, à encaisser les coups. Et en fait, moi, j'essaie de le faire un tout petit peu, mais ceux qui vont vraiment le faire, c'est les nouveaux. Moi, on va dire, c'est un peu... si on a pu contribuer et que c'est un peu nos bébés, tu vois, de dire que, ah, bah ok, ils se sont intéressés à certains trucs un peu grâce à nous, bah, c'est déjà énorme, tu vois. C'est déjà énorme parce qu'en fait, la responsabilité, maintenant, c'est eux qui vont l'avoir de créer ça à partir de quelques petits trucs qu'on continue à germer, et des générations encore au-dessus de moi, des gens qui m'ont formé et tout. Tu vois, la passation de flambeau est magnifique, quoi. Es-tu en faveur d'un retour du terme communisme ? En fait, deux choses. Moi, j'ai aucun problème à me dire communiste. Ça veut dire quelque chose pour moi. Alors, ça veut pas forcément dire la même chose que d'autres gens qui l'emploient aussi, mais moi, c'est un terme qui a du sens pour moi. Plus il aura de sens pour d'autres, plus je serai content. Donc je suis d'accord avec cette ligne-là, à la seule différence près que c'est pas grave. C'est-à-dire que moi je tiens pas spécialement au totem. Tu vois, genre je pense qu'il faut un peu brûler les idoles et aussi les totems, tu vois. Et si les jeunes ils aiment pas trop parce que ça fait ringard, ou parce que ça fait peur, ou parce que machin, et qu'ils disent j'en sais rien, écosocialisme, ou même qu'ils ont pas de mots en fait, je trouve pas ça gravissime. C'est-à-dire que moi je vais plutôt pousser dans ce sens, mais ça m'empêchera pas tu vois, d'aller dans le même... En fait, il y a des gens qui se disent communistes et avec lesquels j'ai pas l'impression de pousser vraiment dans le même sens la plupart du temps. Et il y a des gens qui se disent absolument pas communistes, qui sont pour moi des camarades à qui je ferai une confiance absolument absolue, avec qui on fera des choses. Et où, tu vois, enfin, c'est pas très grave. C'est-à-dire que si concrètement on défend les mêmes choses... Ne pas nommer les choses. N'est-ce pas un peu problématique si l'on souhaite construire une vraie alternative ? Ouais, après, t'as raison dans le sens où, effectivement, c'est important de nommer les choses, et je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut un projet positif. C'est-à-dire qu'il faut c'est-à-dire quelque chose qu'on défend, et pas juste être contre des choses, et même, je considère qu'on doit être contre des choses parce qu'on est pour d'autres. C'est important. Mais c'est toujours difficile de trouver le pour. Le contre, c'est beaucoup plus simple. Après, tu vois, moi, si il y a des choses que j'appelle communisme, tu vois, quand Friot il dit la sécu c'est du communisme, le dégel communiste et tout, moi je suis tout à fait d'accord avec Friot très très souvent. Après, si les gens ils sont pour la sécu mais ils appellent pas ça du communisme, bon bah l'important c'est qu'on est d'accord pour la sécu et qu'on l'entende. Si tu vois, par exemple, moi la propriété des moyens de production, propriété collective des moyens de production, j'appelle ça du communisme. C'est quoi en fait? C'est une question de démocratie. C'est-à-dire que, tu vois, c'est dire, est-ce qu'on est pour que le travail soit géré de manière démocratique, puisque on aime tant ça, la démocratie apparemment, mais il faut surtout qu'elle s'arrête, comme disait Jaurès, je crois, à l'entrée des usines. Moi, si les gens se disent, je suis démocrate, et du coup je suis pour que les moyens de production soient gérés collectivement et démocratiquement, bon, moi j'appelle ça du communisme, mais s'ils appellent pas ça du communisme, c'est pas grave. Et d'ailleurs, ils peuvent très bien même dire, tu vois, si on me dit, oui, mais faut pas appeler ça communiste parce que ça a été trop teinté par d'autres trucs, donc ça serait pas une bonne, c'est pas une bonne idée, faut trouver des nouveaux termes et tout. Ok, je l'entends, je comprends l'argument. Moi, c'est pas ce que je fais, mais tu vois, j'y tiens pas plus que ça. Et surtout que, en fait, en réalité, il y a beaucoup de ces choses-là, et ça, c'est très... Mais ça, en fait, c'est postmoderne. Ce que tu dis postmo et tout, je sais pas exactement ce que t'entends par là, parce que tout le monde dit tout et n'importe quoi là-dessus. Mais tu vois, le fait de s'accrocher à des... comment dire, à des termes, en les vidant de leur sens, et qui deviennent juste des références, de l'esthétique, c'est-à-dire, genre, je vais me dire communiste parce que... je sais pas, j'aime bien l'idée de me dire communiste, j'aime bien le folklore... ben c'est de la merde, on s'en fout. Enfin, je veux dire, c'est pas très intéressant en fait. Donc si les gens se disent si ou ça pour ça, tu vois, mais ça marche pour tout. C'est-à-dire
Moi, tu vois, les anars, bon, bah, moi j'ai plein de potes anars, notamment avec qui j'ai milité, c'est-à-dire pas des gens avec qui juste je discute. Alors, on boit des coups et on refait le monde, bien sûr, et il y a Crunch Dad qui ressort une fois sur deux, mais c'est des gens avec qui, concrètement, on a lutté. Donc on s'est mis en danger, on a pris des risques, tu vois, on a mis de l'énergie dans ces choses-là, et c'est ça qui importe. Après, on va avoir des désaccords sur la façon de faire, mais voilà. Moi, ces anarchistes-là, c'est mes camarades. C'est-à-dire que comme ils disent les vieux chez moi, en temps de guerre, y a pas genre, c'est des gens avec qui je serais, vraiment, je peux mettre ma vie dans entre leurs mains sans aucun problème. Après, je vois bien qu'il y a des gens qui se disent anarchistes juste parce que en fait ils aiment bien l'idée. Ils se disent ah moi je suis anard parce que en fait j'aime pas l'État, j'aime pas la police, j'aime pas machin, je n'ai strictement rien, aucune idée de ce que je mettrais à la place. Juste j'aime pas ces trucs-là, j'aime pas le travail et tout. Bon bah je m'en fous. Ça c'est de la pause. Tu vois, c'est pas très intéressant. Donc, tu vois, ça va être deux types de personnes qui s'appellent de la même façon. Je caricature, hein, bien sûr. C'est caricatural, les gens sont jamais aussi bloqués dans un truc. Mais bon, voilà, c'est deux types de personnes qui vont s'appeler de la même façon et où je vois bien la différence. Donc, tu vois, c'est pas. J'ai aucun problème, tu vois, avec les étiquettes, en fait. C'est pas c'est pas très grave, quoi. La force des dominants vient en partie par la propagande de la jeunesse par différentes œuvres. Y a-t-il un manque de propagande de lutte des classes ou anticapitaliste dans les créations pour enfants? Bah, en vrai, ça, je suis un peu incompétent dans le sens où je suis pas moi-même parent et c'est des contenus que, en fait, j'ai aucune idée de ce qui se fait. Mais de toute façon, je vois pas vraiment les choses comme ça. C'est-à-dire que, bon, après, avec des pincettes, encore une fois, j'ai pas de compétences particulières là-dessus. Mais déjà, je pense une chose qui est que on grandit tous avec des histoires et des imaginaires qui nous forment et qui nous forgent et qui nous investissent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur des histoires. Faut pas avoir peur. Et en fait, leurs imaginaires, ils vont se les construire comme nous, on se les est construits. Et surtout, ils vont les investir d'une autre façon. Tu vois, moi, si. En fait, je me méfie pas des trucs que je connais pas en me disant. Tu vois, j'en sais rien. Si les gamins. Ils regardent Naruto et que ça leur apprend, peut-être certains ils vont en tirer des valeurs un peu pourries, tu vois, ils vont se dire ah moi j'ai envie d'écraser j'en sais rien, tu vois, je connais pas très bien Naruto, mais genre ils vont se dire ah le shonen et tout, faut écraser les autres, la bagarre, tout ça, mais je vois bien aussi qu'il y a des jeunes, bah ils kiffent Naruto et en fait ça leur apprend, ça leur donne envie tu vois, de se sortir les doigts, de se respecter, de faire des choses. En fait, je pense que c'est pour ça que moi, je vais pas trop forcément sur un type d'analyse du genre propagande ou quoi. Moi, je pense qu'il faut investir les imaginaires. Je pense qu'ils le feront de toute façon. Et que ce qu'il faut, c'est juste leur donner accès à des choses. Si tu veux, je te prends... Et évidemment que toutes les histoires, y compris pour les enfants, sont absolument pas anodines, puisqu'on t'apprend, tu vois, on va t'apprendre dans les trucs très classiques, des normes de la famille traditionnelle, ou des choses comme ça, de la réussite, c'est quoi la réussite, c'est devenir riche, c'est devenir la princesse, tu vois, des trucs comme ça. Bon, il y a ça, mais il y a aussi d'autres choses, et ça cohabite. Et c'est pas très grave, si tu veux, c'est que ce qu'il faut, c'est qu'ils aient accès à tout. Moi, c'est ça le truc. Après, tu peux, évidemment, en tant que parent, tu les orientes vers des choses qui te parlent aussi. En fait, faut pas essayer de transformer les enfants en ce qu'on est nous, si tu veux. Ils feront leur propre chemin et ils vont se construire un truc. Il faut juste qu'ils puissent avoir accès à des bonnes valeurs. Tu vois, par exemple, un truc tout bête, si les gamins sont confrontés en permanence à tout le temps les mêmes normes dans leurs dessins animés, dans les histoires qu'on leur lit et tout, et qu'après ils correspondent pas à cette norme-là, bah, ils vont mal le vivre parce qu'ils n'auront jamais ils vont se dire mais merde, je suis pas comme les choses que j'aime, en fait, je suis jamais représenté et tout. Il faut qu'ils aient accès à des trucs dans lesquels ils peuvent se reconnaître aussi et dire ah je suis comme ça, ah j'aime bien ce personnage parce qu'il me parle, j'aime bien cette histoire parce qu'elle me touche. Tu vois, en fait, c'est ça qui est important, c'est qu'ils aient accès à des choses qu'ils puissent investir et qui soient pas des choses qui va les mettre mal parce qu'ils ont l'impression qu'il y a que ça qui existe. Par exemple, si t'as jamais d'histoire d'amour
entre deux personnes très différentes, tu vois, quand on est tout le temps dans les mêmes normes, tu vois, et ben en fait, bah, les gamins qui voient ces histoires-là, ils vont se dire c'est que ça la norme, alors que des histoires d'amour, il y en a plein de possibles, tu vois ce que je veux dire. Les histoires, c'est fait pour ça aussi. Après, en fait, t'as des... Le truc, c'est qu'on en revient toujours à ça, c'est que, en fait, finalement, ça revient à dire l'idéologie dominante et dominante. Oui, tu vois, en fait, au final, en fait, on est obligé de le constater. Encore une fois, moi, je le vois pas de manière si monolithique. Je pense que c'est des idéologies avec des contradictions, et il y a à boire et à manger là-dedans, et que c'est mouvant, c'est organique. C'est-à-dire qu'il faut, et je suis d'accord, il faut investir ça. Et en fait, en réalité, t'as plein de gens qui vont créer. Qui vont créer des histoires à partir de les imaginaires qui les ont marqués, et ils vont faire évoluer les imaginaires, et ces gens-là ne sont pas forcément dans l'idéologie dominante. Donc en fait, comment dire, c'est un... Oui, évidemment, l'idéologie dominante est plus forte, c'est le principe même de ça, mais il y a des interstices, et puis surtout, on peut l'investir, tu vois. Je veux dire, tu dis, oui, le Club Dorothée, ben, très bien. Tu vois, par exemple, je vais te donner un exemple. Euh, Moi, mes parents, ils voulaient pas que je regarde le Club Dorothée. Parce que ils trouvaient, effectivement, quand tu matais ça à l'époque et que t'es un adulte, tu vois, mes parents, ils étaient là, c'est trop violent. Tu vois, en plus, aucune connaissance de... Tu vois, t'as l'animation japonaise qui arrive en France, ils avaient jamais rien vu. Tu vois, peut-être qu'ils connaissaient Goldorak, tu vois. Et du coup, ça, c'est étrange, c'est quoi ces trucs? Ils font que se battre. En plus, tu sais, tu connais le truc, c'est que c'est vrai que c'était aussi assez mal diffusé, c'était mal traduit et tout. Machin, donc je comprends, tu vois, ce réflexe-là. Donc, il me disait, non, tu regardes pas ces conneries, en gros. Bah, en fait, j'ai regardé quand même des trucs chez Club Dorothée, chez mes voisins, et en fait, il y a plein de trucs que je trouve intéressants, et après, j'ai pu dire à mes parents, mais attends, en fait, dans les trucs japonais, là, que Ségolène Royal, elle vous a dit, enfin, que, tu sais, les gens, ils sont en mode, ah, Ségolène Royal, elle a voulu interdire les trucs et tout, machin, parce qu'en fait, elle comprenait pas du tout ce qu'elle était en train de regarder. Bah, en fait, il y a plein de trucs intéressants, et tu te dis, mais en fait, ça défonce, et en fait, si forcément, il pouvait pas comprendre. Et, en fait, il voyait bien ce qui allait pas, mais il pouvait pas comprendre. Et on peut pas leur en vouloir ce qu'il y avait d'intéressant là-dedans. Et ce qui peut être super cool. Ou les jeux vidéo, tu vois. Genre, mes parents, ils avaient peur des jeux vidéo parce que c'était violent, tu vois. Alors, ils m'ont jamais empêché de jouer. Mais maintenant, je suis capable, tu vois, j'étais capable de leur dire, genre, en fait, il y a des trucs trop bien dans le jeu vidéo. Et c'est super, tu vois. Tu peux pas résumer le jeu vidéo à c'est violent, c'est de la propagande de ci ou de ça, ou tu vois. Les créateurs de gauche doivent-ils s'investir plus dans la création pour la jeunesse? Oui, en fait, c'est même pas tellement... Je pense hein, que c'est même pas tellement comprendre qu'il faut investir ça, c'est plutôt que en fait, ça se fait naturellement, dans le sens où en fait les gens ils sont divers, ils ont envie de raconter des histoires qui sont diverses, et justement plus les censures tombent, c'est-à-dire les codes Hays et les choses comme ça qui faisaient qu'on ne pouvait pas représenter certaines choses, ben maintenant il y a un peu plus de diversité, parce qu'il y a du coup tu vois, des auteurs ou des autrices qui c'est pas juste qu'ils veulent investir, je pense que c'est même pas aussi intentionnel que ça, c'est juste qu'ils veulent raconter des histoires qui les touchent, qui les concernent et tout. Mais je vais te dire par exemple un truc tout bête, effectivement dire maintenant tu vas te retrouver avec des histoires où les normes, par exemple les normes pour les filles sont plus autant ringardes et toujours tout le temps les mêmes que des trucs de princesse Disney, Blanche-Neige et tout. Maintenant, heureusement, il y a de la diversité. On peut dire, tu vois, il y a différentes histoires, il y a différents archétypes. Il y a de la richesse en fait qui s'est créée. Mais par exemple, genre, moi je suis parrain d'un petit garçon. Je sais pas ce qu'il veut faire, tu sais, les gamins ils changent tout le temps, ils veulent être pilote, puis après ils veulent être pirate, puis après ils veulent être un dinosaure, tu vois, des trucs comme ça. Je sais pas ce qu'il veut faire. Donc, et lui il le sait pas encore, il est petit. Bon, bah, en fait, il faut lui ouvrir les possibilités. Et par exemple, j'ai trouvé un super bouquin, j'ai pas le titre, c'est dommage, un bouquin où c'est des éboueurs. Et le bouquin est trop joli. Et genre, il y a tout en plus, les éboueurs, c'est trop bien parce qu'il y a tu sais, il y a le camion et tout, c'est trop cool, quoi. Et en fait, ça coolifie à mort le truc, parce que tu te dis,
Et en fait, ça défonce parce qu'ils ont un super camion, puis ils ont des petites aventures et tout, machin. Les dessins sont très très beaux. Bah, tu vois, je lui dis, ah ben voilà, ça, on sait pas. Ça se trouve, il voudrait être éboueur. S'il a envie de faire des métiers, n'importe quel autre métier, tu vois, où t'as pas forcément beaucoup de représentation parce que c'est pas beaucoup abordé d'habitude, bah je me dis, bah il aurait eu ce bouquin-là. Donc il se sentira pas mal de choisir telle ou telle voie dans sa vie, juste parce qu'il va se prendre du mépris de classe ou qu'il va se prendre, tu vois, des trucs comme ça. Mais après, peut-être qu'il va pas vouloir faire ça et qu'il va vouloir être astronaute, tu vois. Mais sauf que des bouquins où les gamins sont astronautes, ça va, tu vois, il y en a, il y en a, c'est bon, ça existe, encore heureux, tu vois, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça dans la vie, mais genre, tu vois, ça ouvre des perspectives. Quand j'étais gamin, moi, j'étais fan de dinosaures, donc je voulais être archéologue. Et puis après, je me suis rendu compte que c'était trop chiant, il faut faire des grosses études et tu galères dans le désert à épousseter des os. Mais tu vois, ça m'a ouvert l'esprit. Je me suis dit, ah, c'est bien d'être un nerd qui aime bien. C'est pas sale, tu vois, d'être un scientifique. C'est pas, tu vois, d'être un gros nerd qui aime bien les dinosaures. Tu vois, faut qu'ils aient accès à beaucoup de choses. Et tu vois, c'est plus ça. Et là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il faut qu'il y ait représenté différentes façons de faire. Mais ça, les gens le font instinctivement. Je vais te prendre un exemple. Tu vois, il n'y a même pas besoin de se le dire. Le genre super-héroïque, qui est une figure qui est très très mainstream maintenant et qui peut porter beaucoup de choses, autant du soft power américain que même, tu vois, des idées un peu douteuses de surhomme, etc. Ça peut mobiliser plein de choses, ça peut être investi par plein de choses. Mais à la base, tu vois, ben, Superman, en fait, il répondait à ce besoin d'avoir une figure qui est à la hauteur de cette ville écrasante dans laquelle eux, les gens débarquaient d'Europe. Ils avaient l'impression qu'ils avaient des espoirs dans ce pays qui allait les accueillir et qui allait pas être comme cet ancien monde. Et en même temps, ils avaient l'impression d'être un peu écrasés par New York, par cette mégalopole et tout, et que personne s'occupait d'eux. Puis il y avait eu le krach boursier. Et puis bon, il y a eu le New Deal après. Et là, les gens se sont dit merde, ça y est, on s'occupe de nous et tout. Et du coup, voilà, ben, Superman, ses pouvoirs à la base, c'est il peut sauter par-dessus les buildings, il peut courir plus vite qu'un train, arrêter des voitures et tout, et il peut protéger en fait les gens, ce petit prolétariat là, il protège les habitants de New York en fait. Et mais tout comme Spider-Man aussi. Et du coup, tu vois, en fait, les gens l'ont investi assez naturellement, c'est-à-dire qu'ils, tu vois, ils ont pas forcément théorisé ça pour créer ce personnage, ils ont juste créé le personnage qui leur parlait, dont ils avaient besoin. Et du coup, ça peut être investi de plein de façons. Et c'est comme ça aussi que du coup, bah, tu vas avoir des BD de Superman au début où il va prendre un patron qui oblige ses ouvriers à travailler dans des conditions extrêmement dangereuses, et puis il va le fermer dans la mine et il va lui dire ouais, maintenant tu réfléchis à ce que t'as fait, ça t'apprendra et tout, avec ce côté très naïf et très bébête, tu vois, un peu du truc qui est que oui, c'est de la littérature jeunesse pour des petits garçons des années 30, tu vois. Faut pas oublier, parce que maintenant, évidemment, tous les vieux geeks, on fonce voir des trucs de super-héros, mais en fait, c'est des trucs un peu jeunesse, et ça a été porté par des jeunes mecs, tu vois, de la classe ouvrière new-yorkaise, immigrés, et qui du coup parlent d'eux-mêmes sans forcément le théoriser, en fait, tu vois. Donc bon, voilà. Et je réponds sur l'international, je crois qu'il y a pour rester dans ma lane qui serait sur les imaginaires, effectivement, tu prends l'exemple de Pif Gadget. Bah en fait, Pif Gadget, c'est même pas que on leur a dit parler d'international. En fait, c'est juste que c'était des gens qui avaient des valeurs, et leurs valeurs transparaissent dans ce qu'ils font. Et du coup, bon, ben, par exemple, ils adoraient les westerns, et du coup, il y avait plein de westerns dans Pif Gadget, mais dans les westerns, ça les dérangeait pourquoi là, les Indiens ils sont méchants alors que ça peut être super cool. Donc il y a des Indiens super cool dans Pif Gadget parce qu'ils étaient pas racistes, c'est tout, tu vois. Et donc voilà, en fait, juste t'as leurs valeurs qui transparaissent, et t'avais des valeurs d'internationalisme, notamment en Pif Gadget, t'avais ce truc de SF qui était les pionniers de l'espérance, et qui était une équipe où t'avais donc ils exploraient, c'est un peu la Star Trek, ils exploraient l'espace, et t'avais un Anglais, une Chinoise, je crois, un Américain, un Russe, enfin un Soviétique du coup, un Français, ou une Française, je sais plus exactement. Et t'avais ce truc-là, où même, tu vois, du coup, c'est même pas de la propagande pro-URSS, puisque l'Américain et il y a un Américain et un Anglais ou une Anglaise. Tu vois, c'est parce qu'en fait, ce qu'ils défendent, c'est justement l'internationalisme, c'est pas juste la propagande de l'Europe de l'Est contre les Américains en faisant des méchants Américains. Non, eux, leur valeur, c'était l'humanité. D'ailleurs, le journal L'Humanité, tu vois, c'est pas pour rien que ça en dit l'humanité. C'est pas pour rien que il y avait les places de l'amitié entre les peuples
tu vois. C'était une vraie valeur, en fait, qui est... Et ça, depuis que ces idées-là se sont beaucoup écrasées, et que, surtout, au plus, ça a changé, puisqu'on est rentré dans une phase de mondialisation, donc le contexte est assez différent. La vision des luttes de gauche à l'international est-elle devenue ringarde? Les gens, ils commencent, notamment les nouvelles générations, ils s'intéressent à ce qui se passe quand même ailleurs. Ils peuvent être en contact avec des gens d'autres pays qui connaissent des réalités différentes, donc je m'inquiète pas trop pour ça. Le problème, c'est que la culture mondialisée, en fait, en fait, la culture mondialisée, c'est pas tellement une culture internationale, dans le sens où c'est une culture où il y a des dominations écrasantes à l'échelle mondiale, et notamment la culture américaine, qui est extrêmement dominante. Mais aussi, ça veut dire que on commence à avoir accès à d'autres... C'était le cas avant, mais tu vois, genre moi j'ai connu le cinéma hongkongais parce que à la médiathèque, il y avait la collection HK vidéo, c'est une chose que j'ai déjà raconté, et du coup ça m'a ouvert à d'autres réalités et à d'autres imaginaires qui viennent de gens qui vivent dans des conditions qui sont autres, avec des cultures qui sont autres et tout, et ça, bon, ben on peut quand même y avoir accès. Donc il y a le rouleau compresseur américain, et en même temps il y a d'autres... notamment d'ailleurs, tu noteras que même à l'extrême, t'as des soft power maintenant, t'as d'autres soft power qui commencent à pointer le bout de leur nez. Tu vois, l'Inde commence à faire un cinéma qui n'est plus uniquement tourné vers son marché intérieur, même si c'est quand même beaucoup le cas, et vise à... et c'est pour ça qu'en France, tu vois, on va avoir regardé Triple R, tu vois, qui est un film indien. Donc voilà, il y a des conflictualités aussi là-dedans, et voilà, mais bon, c'est vrai que maintenant qu'il n'y a plus les organisations internationalistes, enfin elles existent toujours, mais elles ne sont pas aussi fortes, et ça fait moins partie du quotidien des gens, mais ça veut dire que peut-être tu vas moins te confronter à des gens qui ont des idées qui sont dans le même courant que toi, qui rêvent aussi des mêmes choses que toi, mais qui viennent d'autres pays. Et c'est ce que tu pouvais rencontrer des gens d'autres pays, et tu avais des organisations d'amitié avec d'autres... tu prends, je reste sur l'exemple de PIF et de l'UMA et tout, la fête de l'UMA, tu as le village international, donc tu vas aller voir... tu vois, tu as des stands avec des militants d'autres pays dont tu sais que tu partages, que les gens qui sont là partagent, s'ils ne sont pas juste d'autres pays, c'est des gens qui partagent un peu le même idéal que toi. Et voilà, tu peux les rencontrer et tout. Mais ça, c'est un truc, ça se construit. Ça se construit, alors ça se construit par la culture, effectivement, tu as raison, mais aussi par les sociabilités sur Internet, mais aussi dans la vraie vie. Tu vois, les échanges... donc voilà, je pense que ça se reconstruira petit à petit, mais je suis d'accord avec toi que c'est quelque chose là on sort d'une phase où ça a été très ringardisé et très atomisé, tu vois. Donc bon. Merci à gauche, et abonnez-vous pour d'autres entretiens et d'autres extraits à gauche.